Bien, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Letellier qui va parler d'une transformation Fourier généralisée pour GLN. Merci pour l'invitation. Je vais commencer par motiver un peu le contenu de l'exposé. Donc on commence par prendre un groupe fini G, et on regarde l'espace, le C-espace vectoriel des fonctions centrales sur G. Les fonctions constantes sur les classes de conjugaison à valeur complexe. Et là-dessus, on a deux bases. Donc, une première base, ça va être les fonctions caractéristiques, base des fonctions caractéristiques des classes de conjugaison. Caractéristiques des classes de conjugaison. Et l'autre base, ça va être celle la base des caractères irréductibles complexes. Et donc, on va s'intéresser aux deux anneaux suivants. Donc, un anneau que je vais appeler l'anneau A, qui va être donc l'anneau. Donc, on regarde les fonctions de classe sur G. On regarde la base constituée par les fonctions caractéristiques des classes de conjugaison et qu'on munit du produit de convolution. Et l'anneau B, ça va être l'anneau des caractères, c'est-à-dire on remplace la base des classes de conjugaison par les caractères irréductibles et le produit de convolution par le produit tensoriel, le produit de fonction. Et donc une petite remarque, si G est abélien, alors ces deux anneaux sont isomorphes par une transformation de Fourier. Voilà. Donc, à défaut de comprendre globalement ces anneaux, on va s'intéresser aux coefficients de structure. Donc, les coefficients de structure, donc, si je prends deux éléments de l'une des deux bases et que je le décompose dans la base, je vais obtenir donc, ces coefficients comme ça, que j'ai appelés les coefficients de structure. Donc, j'ai les coefficients de structure pour l'anneau A et les coefficients de structure pour l'anneau B. Alors, les coefficients de structure pour l'anneau A ont une interprétation un peu plus géométrique pour l'anneau A, puisqu'on peut ils comptent aussi donc on a la description suivante. Les gamma ij de K sont le nombre dans des classes. Donc, on paramètre les fonctions caractéristiques par les ij, donc CI croix CJ croix CK-1, tel que le produit soit égal à 1, et on regarde le groupoïde, on prend l'action de G comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle le groupoïde on peut appeler ça le groupoïde des caractères. Et c'est pareil que les représentations de la droite projective privée de 3 points avec monodromie locale dans ces classes de conjugaison. Donc ça, c'est un peu l'aspect plutôt géométrique. Donc les coefficients de l'anneau A ont un aspect un peu plus géométrique que celui de B. Et je vais parler donc d'abord du cas de Sn, du groupe symétrique, pour ces deux anneaux. Alors ces coefficients de structure sont très étudiés pour l'anneau du groupe, dans le cas du groupe symétrique. Donc les premiers, c'est le cas de G égale Sn. Donc pour les coefficients pour l'anneau A, c'est ce qu'on appelle donc les nombres de Hurwitz. Et qui sont très étudiés en géométrie énumérative. Il y a une littérature assez importante. Et ceux de l'anneau B, c'est ce qu'on appelle les coefficients de Kronecker.
qui sont étudiés depuis 1938. En fait, ils ont été, on a commencé à les étudier par c'est Munagan. Alors, Munagan, en 1938, qui a proposé le problème de décrire les triplets de partition. Les triplets de partition, tels que les produits tensoriels, la décomposition des caractères comme ça, soit différente de 0. Donc, je rappelle que pour le groupe symétrique, les caractères irréductibles sont paramétrés par les partitions. Donc ça, c'est typiquement les coefficients de structure de l'anneau B. Et le problème, c'est de décrire cet ensemble de manière combinatoire. C'est un problème qui est toujours ouvert. Et il est même considéré par les spécialistes comme l'un des problèmes les plus difficiles en combinatoire algébrique. Il y a même un article qui est sorti ce matin sur Archive à propos de ces coefficients de Kronecker. Donc il y a une littérature très très abondante. Et bon, je ne vais pas trop parler de cette littérature. Par contre, je vais poser une question. Il me semble, bon, je n'ai jamais vu ça dans la littérature, mais enfin bon, une question, c'est y a-t-il un lien entre ces deux anneaux, entre l'anneau ASN et BSN. C'est-à-dire, est-ce que si on connaît les coefficients de Kronecker, on pourrait dire des choses à propos des nombres de Hurwitz et vice-versa? Et même une question un peu plus ambitieuse, dont je n'ai aucune idée s'il y a une réponse ou pas, c'est existe-t-il une déformation de ces deux anneaux? Existe-t-il une déformation commune de ces deux anneaux? C'est-à-dire, en quelque sorte, est-ce qu'on peut construire une transformation de Fourier, puisque dans le cas des groupes abéliens, ces deux anneaux sont isomorphes. Si on déforme ces deux anneaux, ça revient en fait à construire par déformation une espèce de transformation de Fourier. Donc ça c'était un peu la question. Alors, donc je vais pas traiter du groupe symétrique, je vais traiter du cas de GLN, du même problème, mais pour GLN et le groupe unitaire. Donc on va s'intéresser c'est au cas de G égale GLN de FQ, ou bien même on peut regarder aussi le groupe unitaire. A priori, ce sont des groupes plus difficiles, puisque les tables des caractères de GLN et du groupe unitaire sont beaucoup plus compliquées que celles de SN. Et même d'ailleurs, à partir des tables des caractères de GLN, on peut retrouver celles du groupe symétrique. D'accord ? Donc ça, c'était un peu Alors il se trouverait qu'on peut dire plus facilement de choses sur GLN que sur le groupe symétrique, en tout cas pour l'instant, et qu'il existe aussi des calculs qu'on a faits, montrent qu'on peut quand même retrouver, par spécialisation, on peut arriver quand même à retrouver parfois ces nombres-là dans le cas du groupe symétrique. Donc c'est pas exclu qu'on puisse... Voilà, donc maintenant je vais parler un peu de GLN. Donc alors ces coefficients de structure pour GLN ont été très peu étudiés. Par exemple, l'analogue des coefficients de Kronecker sont étudiés depuis les années 2000, alors que pour le groupe symétrique, ça fait 1938. Donc il n'y avait pas énormément de choses. Alors avant de parler de ces anneaux, de voir les relations entre ces deux anneaux pour GLN, il faut d'abord définir une bijection entre les classes de conjugaison et les caractères. Pour espérer avoir si on veut penser en termes de déformation commune, il faut au moins une bijection. Alors dans le cas du groupe symétrique, c'était donné par les partitions qui paramétrisent les classes de conjugaison et aussi les caractères. Alors je vais d'abord parler de ça, donc la bijection. Alors bon, ça c'est des choses connues, hein, mais je vais rappeler la bijection, c'est-à-dire celle qui nous intéresse en fait, entre les classes de conjugaison de GLN de FQ et les caractères irréductibles de GN de FQ. Donc pour donner sens au problème. Alors, donc on va s'intéresser à une bijection qui est un peu moins connue que celle qui est couramment utilisée par tous ceux qui font des groupes finis de type de Lie, hein, des groupes comme ça. Donc j'ai expliqué cette construction qui est un peu moins connue et qui est celle qui va nous intéresser, c'est pas l'autre en fait. Donc il y avait les travaux de Ling-Lustig
qui ont défini qui ont défini un genre de décomposition de Jordan pour les caractères irréductibles des groupes finis de type de Lie en général et en particulier pour GLN. Donc exactement par analogie avec ce qu'on a pour les classes de conjugaison. Donc en particulier, on a une notion de caractère unipotent, de caractère semi-simple. Donc les caractères unipotents sont aux caractères, ce que les classes unipotentes sont aux classes de conjugaison. Et pour ce type de bijection, on est essentiellement ramené à regarder, à la définir pour les classes unipotentes. Donc ramené à expliciter donc une bijection entre les classes unipotentes et les caractères unipotents. Alors en fait, je vais donner une... Alors les caractères unipotents, il y a plein de façons de les construire. Là, je vais donner une construction qui est peut-être un peu moins connue et qui est complètement... donc le théorème, ce sera de dire que le résultat, ce sont les caractères unipotents. Sans avoir à les définir, ça pourrait être pris comme définition en fait. Donc alors, on va se ramener au cas des algèbres de Lie pour définir les caractères unipotents sur le groupe. Et les algèbres de Lie ont une transformation de Fourier, contrairement à ce qu'on a pour GLN, une vraie transformation de Fourier, donc qui va d'espace des fonctions de classe sur les points, sur les matrices à coefficients dans FQ. Donc cette transformation de Fourier est définie de cette manière-là. Donc je la définis G de FQ dans C. Et un élément, je lui associe donc la somme sur les Y dans GLN de FQ de psi trace de X fois Y évalué en F de Y. Et psi, c'est un caractère additif non trivial qu'on se donne une bonne fois pour toutes. Non trivial. Alors cette transformation de Fourier, on a un produit de convolution pour les algèbres de Lie, enfin pour les fonctions comme ça, qui est donné par l'addition. Et cette transformation transforme convolution en produit tensoriel. Et ce qu'on va voir permet de relier les classes de conjugaison à l'analogue additif des caractères. Donc, ça a été travaillé par Springer et aussi Lustig il y a assez longtemps. Il y a plus de peut-être 40 ans, comme ça. Mais cette transformation de Fourier a quand même quelque chose, nous permet quand même, il y a quand même un lien très fort avec les caractères, et c'est les caractères de GLN, ce que je vais expliquer dans ce que je vais dire. Donc si, de manière générale, si je me donne une orbite, si O est une orbite définie sur FQ, comme ça, je peux regarder ce qu'on appelle le complexe d'intersection de la clôture de Zariski, de cette orbite. Donc, le complexe d'intersection, donc c'est un complexe de faisceaux. Et à ce type de complexe, on peut associer une fonction sur une fonction de classe sur les matrices à coefficients dans FQ. Alors, normalement, il faudrait prendre QL. Enfin bon, c'est pas très... ou même, non, je peux même prendre C en fait. Et on regarde donc cette quantité-là. Donc la dimension, donc c'est un complexe de faisceaux. On prend la cohomologie en 2i, la fibre de la cohomologie en X de ce complexe. Alors il n'y a pas de cohomologie impaire et on note... on définit comme ça une fonction. Et alors le théorème, qui est dû à Lustig, même s'il n'est pas écrit tel quel mais bon, c'est vraiment une conséquence de ce qu'il a fait. Le théorème, c'est... donc si je prends les orbites nilpotentes, alors là, il y a une bijection naturelle avec les classes unipotentes qui
qui est donné par la forme de Jordan, tout simplement. Donc, je prends une matrice unipotente, je lui retire l'identité, j'ai une matrice unipotente. Donc ça, c'est les classes de conjugaison unipotentes. Donc je prends, donc ça c'est pas loustic, hein, ça n'a rien à voir, c'est juste une parenthèse, c'est pour dire qu'on peut passer des classes de conjugaison unipotentes aux orbites nilpotentes. Et là, en appliquant à une orbite nilpotente, je lui associe la transformation de Fourier de la fonction XO, comme ça. Donc je prends le complexe d'intersection de la clôture de Zariski de cette orbite nilpotente, je prends sa fonction caractéristique, je fais sa transformation de Fourier et je restreins à GLN de FQ. Et ça, le théorème dit que ça, c'est un caractère unipotent. À un twist près, enfin, à une torsion près. Donc cette construction n'est pas si connue que ça, mais bon. Allez. Donc c'est une façon assez directe de construire les caractères unipotents avec les transformations de Fourier additives. Alors cette construction, elle est assez différente de ce qui est utilisé, du paramétrage qui est utilisé dans la littérature. Parce que si je prends la fonction caractéristique de l'origine, la transformation de Fourier, c'est l'identité, et donc ça correspond au caractère identité. Alors que dans la littérature, la fonction caractéristique de l'origine va correspondre à un autre caractère unipotent qu'on appelle le caractère de Steinberg. Donc c'est un peu la différence, mais c'est ce paramétrage qui va nous intéresser. Et tant mieux, c'est lié à Fourier, donc ça me paraît, moi, c'est la construction qui me paraît être la plus naturelle. Enfin bon. En tout cas, pour ce qu'on veut faire, c'est celle-ci qui va jouer un rôle. Donc maintenant, alors je vais parler donc du cas générique pour les coefficients. Je vais revenir aux coefficients de structure. Donc on a défini maintenant en quelque sorte une bijection entre les classes de conjugaison de Gn2FQ et les caractères irréductibles de Gn2FQ. Maintenant, je vais m'intéresser plus particulièrement aux coefficients de structure. Je vais m'intéresser d'abord au cas générique. Je parlerai du cas non générique plus tard, qui est plus récent, enfin, dont les résultats sont récents. Ça, c'est plus ancien, en fait. Alors, je vais commencer, donc, encore une fois, je vais revenir sur le côté additif, sur l'algèbre de Lie. Donc, ça semble jouer un rôle intéressant pour les coefficients de structure de l'anneau B, de l'anneau des caractères. Donc je vais prendre des orbites. Donc ça va être un K-uplet d'orbites semi-simples régulières. D'orbites semi-simples régulières. Régulières sur, je peux même prendre sur les complexes, en fait, ça ne gêne pas, de GLN de C. Donc là, je vais faire de la géométrie sur C. Et on retrouvera les choses sur FQ à partir de ça. Et on va les prendre génériques. Je suppose qu'il y a une condition de généricité sur là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais la somme totale de toutes les valeurs propres, ça va faire la somme trace de toutes les valeurs propres, ça fait 0. D'une part, et d'autre part, donc ça c'est pas trop générique, mais c'est plutôt la suite. Et d'autre part, si pour tout entier R compris entre strictement plus petit que n positif, supérieur ou égal à 1, si pour tout entier R comme ça, on sélectionne R valeur propre de OI pour chaque I, alors la somme des valeurs propres sélectionnées est toujours non nulle. Alors là, je compte avec multiplicité. La somme des valeurs propres sélectionnées est toujours non nulle. Donc on peut toujours faire un choix comme ça. Enfin, pour n'importe quel n, je peux trouver des orbites semi-simples régulières et je peux faire un choix pour avoir des valeurs propres comme ça. Et ce qui va suivre ne dépendra pas du choix de valeurs propres. Et maintenant, on regarde une variété, mais on va plutôt regarder l'aspect
champêtre parce que ça paraît un peu plus naturel, même si on pourrait presque s'en passer. Donc on regarde les KUplets de matrice dans ces orbites semi-simples régulières, telles que la somme des xi va être égale à 0, et on quotiente par l'action de GLN, où GLN agit par conjugaison diagonalement dessus. Donc ça me fait... donc ça c'est... Et donc il y a un théorème, le théorème suivant. Donc ça, je ne vais pas trop en parler, mais on peut la réaliser comme une variété de Carquois. Bon, c'est un peu utile pour l'énoncé que je vais dire après, mais on ne l'utilisera pas. Donc, le résultat théorème qui est dû à plein de personnes. Bon, là, c'est un cas particulier d'un résultat plus général que j'écris. C'est un résultat plus général que j'applique dans ce cas-là. Donc, il y a Nakajima, Lustig, puis je vais sans doute en oublier, mais Maffei, enfin, il y a plusieurs aspects. Crowley-Bouévé aussi, et Vandenberg. Berg, etc. Il y a peut-être d'autres personnes, je ne sais pas. Donc on a une action sur cet espace-là. On a une action du groupe symétrique. On prend K copies du groupe symétrique. Là, j'ai pris K classe de conjugaison, orbite. J'ai une action de ce groupe-là sur la cohomologie de Q. Alors, je vais réexpliquer un tout petit peu la construction. Alors, le groupe n'agit pas sur Q, il agit seulement sur la cohomologie. Ça, c'est un point important. Et quelle est l'idée de la preuve ? Alors, on regarde, en fait, on met en famille ces différentes variétés. Alors, on va regarder quelque chose d'un peu plus... qui va contenir... Donc, on va construire un morphisme. Donc, les fibres sont essentiellement isomorphes à Q. Donc, l'espace total est décrit de cette manière-là. Alors, je prends ça d'abord. Ensuite, j'ai G1. Alors, je vais prendre... oui, il faut que je donne des noms. Tn, ce sont les matrices... TKTN, sigma K, donc je prends tout ça, ça comme ça, oui voilà. Là c'est bon, là ça, et ça vit dans alors GLN de K, croix, alors GLN sur Tn puissance K, et croix, ouais, alors c'est ça, donc Tn. Je vais expliquer ça. Donc, j'ai noté Tn reg, puissance K, et j'ajoute le mot générique. Donc, on a ça. Et la condition, ici, on veut que pour tout i, gi-1 de xi, gi soit égal à sigma i, et la somme des xi doit être égale à 0. Et on divise tout ça par gln. GLN agissant diagonalement par conjugaison là-dessus et par multiplication à gauche diagonale là-dessus. Et là-dessus, il n'agit pas. Donc, ici, Tn, c'est le tore des matrices diagonales. Donc, Tn reg, ce sont les matrices diagonales régulières. Toutes les valeurs propres sont 2 à 2 distinctes. Et je prends donc les KUplets de matrices comme ça. Alors, c'est l'algèbre de Lie du tore, pardon. Oui, T c'est, pardon, Tn, lit Tn. Voilà. Et générique, c'est-à-dire je prends exactement la même condition que j'ai définie tout à l'heure. Je veux que la somme totale de toutes les valeurs propres soit nulle, mais je ne veux pas que de somme plus petite soit égale à 0. Donc je regarde ce truc et je projette sur la troisième coordonnée, c'est-à-dire celle-là. Donc ça c'est Tn, lit Tn, pardon. Là il faut que je change aussi, mettre lit Tn. Puissance K générique.
Donc ça, c'est PR3. Et alors, ce morphisme-là, alors il vérifie les propriétés, quelques propriétés élémentaires suivantes. Alors, déjà, il y a une action de SNK sur Q tilde qui agit comme ça. En fait, c'est par WI. Alors, je prends des uplets, des k-uplets d'éléments de SN. Et sur les XI, GITN, sigma I, j'agis par. Alors, X sur les XI, je fais rien. Sur les GI, donc c'est GI WI-1 TN. Et puis les sigma I, je les conjugue. Donc c'est WI, sigma I, WI-1. Donc le groupe symétrique agit par permutation des coordonnées sur les matrices diagonales. Donc ça me fait une action de SNK sur Q tilde. Et PR3 est SNK équivariant. Ça, c'est la première chose. Et de plus, on peut voir que Q, ma variété dans laquelle j'étais parti au début, est isomorphe en fait à un PR3, à une fibre, PR3-1 de sigma I, pour des sigma I bien choisis. En fait, essentiellement, je peux prendre j'ai des matrices régulières semi-simples, et ben je prends une matrice diagonale dans ces orbites. Donc j'ai un morphisme qui est comme ça équivariant. Là, les fibres sont isomorphes, sont de la forme EQ. Et le point délicat important pour construire ces actions, c'est de voir que le poussé du faisceau constant, alors là, je vais mettre C, en fait, est un faisceau constant. Donc ça, c'est le point vraiment difficile. Et là, on est obligé vraiment d'utiliser la caractéristique 0. En caractéristique positive, je ne connais pas de preuve de ça. Et en fait, on peut montrer que c'est vrai en caractéristique positive en le montrant d'abord en caractéristique 0 et en faisant des changements de base. Mais il n'y a pas de preuve directe comme ça avec en caractéristique positive. C'est assez délicat, ça utilise la géométrie hypercalérienne et plein de choses. Et pour montrer à quel point c'est délicat, c'est que si je fais la version multiplicative de ça, en remplaçant l'IGLN par GLN, ça ne marche pas. Enfin, il n'y a pas de preuve connue, quoi, je veux dire. Il n'y a pas de preuve connue. Donc c'est quand même... bon. Et ça, c'est essentiellement le point délicat qui a été travaillé par toutes ces personnes, quoi. Donc, comme c'est constant et que la fibre, donc toutes les fibres la cohomologie des fibres sont toutes les mêmes, quand je prends, donc il n'est pas très, on peut construire assez facilement une action de SNK sur la cohomologie de Q. Alors maintenant, à partir de ça, on a montré en plusieurs étapes. Je vais rassembler en fait une collection de résultats qu'on a démontrés, qui n'ont pas été écrits sous cette forme-là, mais enfin. Alors, un théorème. Alors, j'utilise donc des travaux que j'ai faits avec Ocel et Villegas, Rodriguez-Villegas. Ensuite, des choses que j'ai fait tout seul, et puis des choses plus récentes que j'ai fait avec Villegas, notamment pour le groupe unitaire. Alors, ce théorème-là, on peut donc énoncer les choses comme ça. Donc, de la même manière qu'on a des notions de uplets génériques pour les classes de conjugaison, on peut définir, alors c'est assez technique, donc je ne vais certainement pas le faire, on a une notion de k-uplet générique pour les caractères irréductibles. Générique pour les caractères irréductibles.
je vais noter comme ça. Donc en fait, au final, on a vu ce que c'était pour les classes les orbites. Si vous faites la transformation de Fourier de ces conditions, vous allez avoir quelque chose, ça vous aurez un goût de ce que ça veut dire ici. Et alors, qu'est-ce qu'on a montré? Donc on a une formule explicite, donc, que je vais décrire dans certains cas. Formule explicite pour donc cette multiplicité. Donc si je fais qui1 tenseur, etc., qui k de 1. Donc ce type de multiplicité, je le rappelle rapidement, en fait il suffit de s'intéresser à ce genre de choses, parce que si vous vous intéressez à ça, vous allez avoir la multiplicité de l'un dans le produit tensoriel de l'autre, on voit que c'est la même chose que ça en fait. Donc finalement, on est ramené à utiliser ces choses-là. Pourquoi on prend K plus grand que 3? C'est tout simplement parce que quand on fait les choses génériques, on ne peut pas se ramener à 3. Parce que quand vous décomposez un produit tensoriel de caractères, vous allez tomber sur des caractères irréductibles tels que le triplet ne va pas être générique. Donc si vous faites générique, vous ne pouvez pas vous ramener à 3. Si vous regardez tout, vous pouvez vous ramener à K égale 3. Donc on a une formule explicite de ça en termes du SNK module. Donc là, j'ai donné des exemples précis en termes du SNK module gradué HCQ. Donc là, on le regarde comme un module gradué par le degré de la cohomologie. Alors un exemple de formule qu'on obtient. Donc si les caractères sont de type unipotent, alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'unipotent, c'est l'opposé d'être générique. Si je prends des classes unipotentes, c'est absolument pas générique. Le produit de toutes les valeurs propres fait 1. N'importe quel produit partiel va faire 1. Donc de type unipotent, ça veut dire que je vais avoir quelque chose comme ça. Qui1, qui k vont être des unipotents. Et je vais tordre l'un d'entre eux. Je vais tordre l'un d'entre eux par un caractère linéaire d'ordre n. Donc ça va être de cette forme-là, avec alpha, un caractère dans C étoile d'ordre n. Donc en fait, quand j'écris ça, ça sous-entend que j'ai k caractères unipotents et l'un d'eux est tordu par un truc comme ça d'ordre n. Alors, si dans ce cas-là, on peut parler de uplet, dans ce cas-là, ça va être générique. Donc de type unipotent, alors, quand je regarde cette multiplicité-là, eh ben, ça va être égal à la somme donc, sur les i. Et là, maintenant, je vais regarder les caractères. C'est ça qu'il faut. Donc les caractères unipotents sont paramétrés aussi par, ça je le dis, par les partitions de n. Donc si je prends des caractères unipotents associés à des partitions, ils sont paramétrés par les partitions. Les caractères irréductibles du groupe symétrique sont aussi paramétrés par les partitions. Donc je vais regarder Nuka comme ça. Donc ça, c'est les caractères de Sn. Et ça, c'est des caractères alors unipotents entre guillemets parce qu'il y en a un qui est tordu, de GLN de SQ. Donc en fait, je remplace le caractère de GN de FQ unipotent par un caractère du groupe symétrique Sn qui correspond à la partition. Et je regarde la multiplicité de ça dans le module gradué, c'est-à-dire que concrètement j'ai ça. Voilà. Donc ça me donne exactement ça. Et si je veux avoir d'autres caractères, c'est pas beaucoup plus difficile. Si par exemple je veux avoir un caractère semi-simple, si je prends quelque chose de cette forme-là, GLN, l'induite d'Harishchandra d'un truc comme ça, même avec un caractère unipotent ici. Alors je vais l'appeler pas U de I par exemple. Je vais remplacer, donc ça je parle d'un caractère de GLN, je vais le remplacer par le caractère suivant du groupe symétrique. Je fais l'induite
Alors mon Lévy-LI va être des matrices diagonales par bloc. Donc là, il va y avoir N1, Nk. Et je vais prendre le même, le produit des groupes symétriques, comme ça, Snk. Je l'induis jusqu'à Sn. Et je prends, le caractère unipotent va correspondre à un caractère de ce truc-là. Donc je vais appeler KI. Voilà. Donc il y a une façon, en fait, vous prenez un caractère, il y a une façon de définir une version qui n'est plus du tout irréductible, ici par contre, pour le groupe symétrique, et puis après vous regardez, pareil, la multiplicité. Comme ça. Donc vous avez une façon comme ça de construire. Donc en quelque sorte, ici, vous remplacez le 1 par la cohomologie module gradué, puis vous prenez le squelette de ces trucs-là. Alors, à partir d'un même module, vous pouvez obtenir toutes les multiplicités pour les caractères, les multiplicités génériques. Et pour le groupe unitaire, c'est aussi pas bien difficile, enfin c'est une variante de ça. Pour le groupe unitaire, donc ça c'est le 2, pour le groupe unitaire, vous utilisez une involution sur Q tilde. Donc je rappelle le Q tilde vers ce truc-là, Tn régulier générique, puissance K, pardon, générique. Donc sur le Q tilde, vous avez une involution qui consiste à envoyer les xi, gi, tn et ensuite les sigma i. Vous les envoyez sur donc moins la transposée des xi. Sur gi, ça va être la transposée de l'inverse. Et sur les sigma i, ça va être moins la transposée des sigma i. Donc vous avez une involution, et le morphisme ici, il va être encore un équivariant pour cette involution. Donc en utilisant le même truc qu'avant, quand vous allez pousser votre faisceau constant, vous allez avoir aussi une action de ça sur la cohomologie. Et donc au final, vous avez une action de SNK, croix ce mu2 ou ce S2 comme vous voulez, qui va agir donc sur la cohomologie graduée de Q. Et si à la place, si ici vous tordez par iota, vous considérez l'action de iota sur la cohomologie, vous avez ce qui se passe pour le groupe unitaire. Vous avez l'analogue, le même résultat pour le groupe unitaire, en considérant cette involution. Si vous l'ignorez, vous avez GLN, et si vous l'introduisez, quand vous le décomposez, vous avez ce qui se passe pour l'involution. Et ça explique un peu la dualité d'Enola qui consiste moralement à remplacer Q par moins Q pour avoir les choses pour le groupe unitaire. C'est un peu la version géométrique de la dualité d'Enola. Donc par la géométrie, donc là on obtient à partir de ça, on obtient les formules pour le groupe unitaire. À partir du même module. Alors maintenant, je vais parler de... Bon, là, on a parlé un peu des coefficients de structure pour l'anneau B, pour l'anneau des caractères. Et maintenant, on veut passer du côté des classes de conjugaison. Donc là, on va regarder un module, un SNK module bigradué. Gradué, donc qui va être qui va avoir plus d'informations et qui va nous permettre de passer de l'anneau des caractères à l'anneau au centre de l'algèbre de groupe, quoi. Alors, j'ai expliqué la construction de cet anneau gradué, bigradué, oui. Donc, oui. Dans cette formule, on arrive à voir quand c'est non nul. Oui, en fait, on a tout ce qu'il faut. En fait, on sait tout décrire. En fait, ce qui se passe, c'est une bonne remarque. En fait, on a un critère très explicite pour savoir quand c'est non nul. En fait, c'est lié... Alors là, ça ne se voit pas tout à fait de la façon dont c'est écrit, mais je peux aussi, on va le voir un peu plus tard, à partir de ça, je peux définir un carquois. À partir de n'importe quel caractère réductif, je peux définir un carquois, qui n'est pas forcément Q, celui de Q, pas du tout. Mais, et je sais que ça va être non nul exactement quand le vecteur dimension va être une racine. Donc là, ça ne se voit pas parce qu'il y a une relation entre Q, qui est en fait, c'est un peu comme si tu regardes la cohomologie d'une orbite semi-simple régulière et que tu veux comparer avec la cohomologie d'une autre orbite semi-simple. Tu as des relations entre elles.
Donc la cohomologie de l'orbite semi-simple régulière, c'est la cohomologie de la résolution de Springer, par exemple. Là, tu peux voir. Et tu peux retrouver la cohomologie des autres orbites semi-simples. C'est le même genre de relation. Sauf que là, tu vas avoir directement, si tu fais avec le Carquois, tu vas directement tomber sur la variété de Carquois associée à ces orbites semi-simples, mais qui n'est pas toujours générique, parce qu'on est dans l'algèbre de Lie. C'est pour ça que c'est un peu moins... Alors que celle-ci, elle a le mérite de toujours exister. C'est la racine ou bien c'est la condition de Crowley-Bouvet Bah, c'est la même chose que la condition de Crowley-Bouvet dans le cas générique, en fait. C'est lié à savoir, c'est lui, en fait, qui a fait ça, et puis après, tu te ramènes à... Ouais. Donc même pour les unipotents, où c'est un peu plus... En fait, on sait répondre à toutes ces questions. On a même une estimation du degré. On sait que ce sont des polynômes unitaires à coefficient entier positif, sauf quand le caractère est tordu. Quand je prends des caractères tordus, quand je fais une induction de Deligne-Loustic et pas d'Harishchandra, là, il faut que je... Mais là, en fait, on va regarder la trace de l'élément qui tord sur la cohomologie de ça. C'est comme ça qu'on va faire. Donc là, ce ne sera plus un coefficient positif. Mais on peut... Enfin, on comprend tout ça, quoi. Donc là, quand on repart au cas du groupe symétrique, on voit qu'en fait, ce problème-là, dans le cas générique, on sait dire beaucoup plus de choses sur le groupe symétrique, on ne sait pas dire ce genre de choses. Alors ce qui va nous intéresser après, c'est le cas non générique, justement, où là, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors après, il y a le SNK module gradué. Donc là, on ne peut pas faire comme... on ne peut pas travailler avec la version multiplicative de ça, parce qu'on ne sait pas montrer que le poussé du faisceau constant est constant. Il n'y a pas de preuve. Donc là, on fait un peu différemment. Donc on va prendre, donc il faut regarder, on prend l'analogue du cône unipotent entre guillemets générique. Donc ça va être pareil, on va regarder ce champ. Donc je regarde ça dans, alors là je vais l'appeler U, ou gln de U plutôt, gln uni puissance k. Tel que le produit des xi soit égal à zeta fois 1. Voilà, et je divise par gln. Et zeta, c'est une racine primitive de l'unité. Donc ce n'est pas tout à fait complètement unipotent, j'ai besoin de tordre, ce qui correspond à avoir tordu un des caractères tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Et je prends une résolution de ça. Donc une résolution à la Springer, en fait. Donc là, je vais avoir un truc qui n'est pas trop difficile à décrire, qui est un peu ce qu'on imagine, en fait. Et c'est ça que je vais regarder, en fait. Alors, c'est ça que je vais regarder. Donc un théorème. Donc, alors, Sn de k agit sur... Là, on a un module bigradué en prenant la filtration par le poids. Maintenant, autant que sur Q, c'était pur, là, c'est plus pur. Donc, on a une vraie filtration par le poids et on a une graduation par le degré et par le poids. Et cette action, en fait, préserve cette filtration par le poids. Parce que c'est complètement algébrique. D'accord ? Donc, j'ai vraiment une action qui respecte donc une action là-dessus. Et c'est ça que je vais regarder à la place du Q. Alors pourquoi le lien avec Q est pas très loin donc ça, je vais... mais ce n'est pas complètement éclairci, c'est pour ça que je prends celui-ci et pas l'autre qui aurait pu paraître plus naturel. Mais je vais un peu expliquer ça. Donc ça, en fait, si j'avais qu'un seul point, mettons que j'ai un point et que j'ai plus cette équation, quand je prends cette résolution, donc la cohomologie de ça, c'est pareil que la cohomologie d'une orbite semi-simple régulière. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on prend cet analogue, et c'est un peu la version géométrique de Q, en fait, multiplicative. Alors maintenant, le lien avec... Alors ici, oui, je devrais peut-être quand même expliquer pourquoi une action de SNK. C'est parce que ici, en fait, ce morphisme vérifie les mêmes propriétés que les trucs de Springer. C'est-à-dire que quand vous poussez le faisceau constant, il va se décomposer en somme directe, il va être semi-simple, et il va se décomposer en somme directe de complexes d'intersection pour les clôtures de Zariski des classes unipotentes. Donc en fait, c'est vraiment du Springer, quoi. Quand c'est générique, il n'y a pas de mauvaise surprise, en fait. Ça se passe exactement de la même manière. Donc c'est pour ça qu'on a une action sur la cohomologie, en fait.
On a une action de Sn de K sur le poussé du faisceau constant, et donc une action sur la cohomologie. Donc là, il n'y a pas de surprise. Et alors, quelques remarques. Donc on a un analogue, je peux prendre l'analogue, la version multiplicative de Q. La version multiplicative de Q, c'est ça en fait. C'est du Q de tout à l'heure. C'est à la place des orbites régulières semi-simples, je prends des classes de conjugaison semi-simples régulières. Donc je vais appeler comme ça, voilà, SK. Et je demande que le produit soit égal à 1. Et je peux faire, en fait, comme tout à l'heure, je peux faire un choix générique d'orbites semi-simples régulières. De classes de conjugaison semi-simples régulières. Donc ça, c'est des classes de conjugaison semi-simples régulières. Et donc, on pourrait se demander pourquoi on ne prend pas ça. Alors ça, c'est cette variété-là, elle est en fait difféomorphe. Donc ça, c'est il y a un difféomorphisme avec cette variété là-bas, M tilde de uni. Donc ça, c'était Balandras qui a montré ça en 2021, un truc comme ça. C'est un difféomorphisme, ce n'est pas algébrique. Le problème de ce difféomorphisme, c'est qu'on ne sait pas s'il préserve la filtration par le poids. Parce que pour construire ça, il utilise la théorie de Hodge non abélienne, et ça, c'est bon. Alors justement, donc ça, c'est par la théorie de Hodge non abélienne. Alors, il y a plusieurs remarques. Il y a une construction algébrique quand il n'y a qu'une seule classe de conjugaison en jeu, c'est des travaux de Mélite, donc ce qui prouve que quand même, il y a de fortes chances que ça préserve la filtration par le poids. Et alors après, il y a aussi, je ne sais pas si on pourrait arriver à montrer que ça préserve la filtration par le poids, mais peut-être qu'avec les travaux récents de Hossel, Mélite, Minetz et Olivier Schiffman, qui ont montré P égale W. Du coup, ce problème pourrait se transcrire du côté des fibrés de X, et là, peut-être que ce serait plus facile, plus naturel de voir si les versions côté fibrés de X préservent la filtration perverse ou pas. Je ne sais pas, mais il y a peut-être, disons, comme c'est plus récent, ça, il y a peut-être une façon de voir ça, mais bon, voilà pourquoi, de toute manière, moralement, c'est raisonnable d'utiliser ça. Là, il manque encore des problèmes à résoudre. J'ai aussi une autre remarque. Donc, il y a une conjecture de pureté. Qui est toujours ouverte. C'est de voir que la partie pure de la cohomologie de M, c'est pareil que la cohomologie de Q. Alors, en fait, Q et M sont reliés par ce qu'on appelle une application de Riemann-Hilbert, de monodromie. Essentiellement un genre d'exponentiel, c'est analytique, donc c'est pas clair qu'on ait ça, mais enfin bon, c'est vérifié dans plein de cas. Et aussi en 3, donc il y a une description conjecturale explicite pour le SN module bigradué, la HCM. Et donc cette conjecture implique 2 en particulier. Donc ça, c'était par ces travaux que j'avais. Alors, donc là maintenant, le deuxième théorème. Je me dépêche. Théorème, donc aussi c'est HLV. Donc c'est la version côté classe de conjugaison. Donc il y a une formule explicite pour les autres multiplicités, donc par rapport avec l'anneau A, qui est le produit de convolution de 1. En termes de spécialisation de l'heure. Donc c'est le même genre de formule que dans le cas que j'ai montré tout à l'heure pour le cas de l'analogue pour l'anneau des caractères, de la spécialisation de l'heure. Donc c'est quand j'envoie le paramètre T, le degré de la cohomologie sur le paramètre pour le degré de la cohomologie sur -1.
de l'heure du SNK module M-uni. Donc ça, c'est la même chose. Et on a des formules similaires pour le groupe unitaire aussi. En utilisant l'involution aussi. Alors l'involution, à la place de moins transposer de x dans le cas additif, on remplace par transposer de l'inverse. Et on a la même chose pour ça. Donc la conclusion pour cette première, pour le cas générique, c'est qu'en fait, ce bimodule la conclusion, c'est que génériquement, donc le SNK module, donc HC donc en fait donne génériquement bon, il y a une partie conjecturale avec quand même enfin il y a une partie conjecturale dans ça, mais enfin en tout cas donne génériquement une déformation des anneaux de A GLN de Q et B GLN de Q. Alors, donc on peut obtenir, en fait, on passer de l'un à l'autre en utilisant ce module gradué. Donc la question, c'est on voudrait compléter. Parce que ce qui est intéressant, c'est que donc, ces deux... ici, on sait que ce sont des anneaux. Là, on ne sait pas si ça a une structure d'anneau. Donc, on voudrait vraiment pouvoir étudier le cas non générique, qui est essentiel. Hein, parce que si vous avez une décomposition de caractères comme ça, N1,2i, à un moment, donc vous avez plein de cas, vous allez avoir des triplés génériques, puis dans d'autres, vous n'aurez rien du tout. Donc si vous voulez vérifier que c'est une structure d'anneau, il faut vérifier l'associativité, vous êtes obligé de tout considérer. Sinon, vous n'avez rien, quoi. Donc, je vais parler du cas non générique. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quasiment... oui ? Pardon ? Si tu veux avoir la même chose, mais pour d'autres groupes que GLN, oui. là tu t'attends à avoir la vérité de maintenant. Ça, c'est extrapolé beaucoup, mais moralement, c'est ce qu'on imagine. Mais après, il faudrait des évidences, c'est pas complètement... mais effectivement, moralement, ce serait ça un peu l'idée, quoi. Moralement, ce serait ça. C'est qu'une Fourier va toujours vers un truc vers son dual, en fait. Donc, bon. Mais après, il n'y a aucune évidence, je ne sais pas du tout, enfin, j'ai aucune idée, j'ai aucun calcul, élément concret mais effectivement, c'est ce qu'on aimerait en tout cas. Alors après, pour d'autres groupes, il faudrait plutôt considérer ce qu'on appelle les faisceaux caractères, parce que les caractères ne sont pas géométriques. Et donc, si tu veux avoir des classes de conjugaison, il faut pouvoir mettre des systèmes locaux dessus. Et là, tu auras les faisceaux caractères unipotents, quoi. Et Lustig, dans l'esprit de Lustig, ça envoie les complexes d'intersection justement sur les faisceaux caractères. Donc, pour d'autres groupes, tu ne voudras pas regarder les vrais caractères. Donc, le cas non générique, donc ça, c'est très récent. Et il y a bon espoir maintenant qu'on puisse avoir toutes les déformations complètes de ces deux anneaux. Donc on va pouvoir commencer à faire des calculs. Donc maintenant, je vais regarder un carquois qui était un peu sous-jacent dans ce que j'ai expliqué avant, mais je n'en avais pas besoin. C'est un carquois infini, comme ça, avec des branches. Donc là, je prends K branches. Bon, je prends aussi des produits tensoriels. Je considère dans ma tête des produits tensoriels de K caractères irréductibles. Et les flèches sont toutes orientées vers le centre. Alors il est infini, les jambes sont infinies par là. Enfin, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Et je prends un sous-ensemble de NI étoile. Alors étoile, ça veut dire... donc NI, ce sont ce qu'on appelle des vecteurs dimensions. Donc c'est-à-dire à chaque sommet, je mets un entier. Et je veux que cette suite d'entiers soit décroissante, en tout cas non, pas croissante, c'est-à-dire décroissante, ou on peut avoir des égalités éventuellement, mais il faut que ce soit décroissant le long des branches.
Et on se donne aussi, on fixe un vecteur dimension comme ça. Alors, on parle de représentation. Donc ça, c'est une définition qui est due à Tommaso Sconamiglio. Donc, de toute façon, ça, c'est essentiellement son travail que j'explique là. Alors, on dit une représentation de Q, de ρ, pardon, de Q alpha de niveau sur FQ. Donc une représentation d'un carquois, donc j'ai un vecteur dimension, et je mets des espaces vectoriels sur les sommets, et puis les flèches, ça devient des applications linéaires sur FQ et de niveau V. Si les dimensions des facteurs indécomposables, donc c'est une catégorie Krug-Schmidt, cette catégorie de représentation, des facteurs indécomposables, posables de la représentation avec les scalaires étendus à FQ bar, sont dans V. Bon. Donc V, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez, c'est très flexible, c'est très général. Et on dit que c'est de niveau V si les facteurs indécomposables sont spécifiquement dans V. Et on peut regarder donc les représentations de dimension vecteur alpha et de niveau V sur un corps fini. Donc ça compte les représentations, ce que je disais, alpha sur FQ V, comme ça, à isomorphisme près. On regarde ça. Et ça, c'est une forme de généralisation des polynômes de Katz. Qui compte le nombre de représentations absolument indécomposables d'un carquois donné. Pourquoi? Parce que si vous prenez V comme étant le seul étant singleton alpha, alors vous tombez exactement sur la représentation absolument indécomposable. Parce que vous regardez que quand vous décomposez, vous demandez que tous les facteurs indécomposables soient de dimension dans V. Donc si V c'est alpha, il ne peut y avoir qu'un seul facteur. Comment? De quoi? Celui-ci, en général? Oui, c'est ça. En fait, donc on a ça. Effectivement, on a une relation, un genre exponentielle tronquée. En fait, alors, remarquons aussi que, alors là, je m'intéresse à certains types de caractères, donc les semi-simples déployés, GLN θ1, donc c'est l'induction d'Harishchandra. Un peu plus simple. Donc à partir de ça, j'ai un vecteur dimension alpha u dans NI avec toutes les flèches qui va être là-dedans. Alors comment je fais? Je pars de n ici et sur la première jambe, la première branche, je retire la taille des blocs de L1, des Lévy. D'accord? Donc je retire, Lévy, L1 c'est un produit de matrice diagonale par bloc, je retire la taille du premier bloc. Donc j'ai un vecteur dimension ici, je retire la taille du deuxième bloc, etc. Puis à un moment donné, je vais avoir 0, quoi. Donc je fais pareil, donc j'ai un vecteur dimension comme ça. Et donc le théorème nous dit que si... Alors il y a une notion de niveau. Donc si le U-play est de niveau V, il y a une notion pareille de niveau qui est assez technique à définir. Donc on a aussi une version de niveau V pour les U-plays de représentation. Alors si je fais le produit tensoriel de ces LI, GLN, θI, avec 1, donc ça va être égal à ce truc-là, c'est Q, donc ce polynôme. Et les deux sont reliés par l'exponentielle pétistique. Donc là, c'est le multiplicité générique. Donc là, on se ramène au cas générique, en fait. Et ici, ça va être ce qu'on appelle les polynômes de Katz. Et là, on sait que c'est égal. Ici,
par des choses que j'avais fait avec Tamash et Fernando il y a longtemps. Donc, en fait, on a une interprétation de ces multiplicités, n'importe quelle multiplicité, même en dehors du cas générique, évidemment, en termes de ces polynômes-là. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on se ramène complètement au cas générique. C'est-à-dire que si, en gros, le slogan, c'est si vous connaissez les polynômes de Katz, vous pouvez reconstruire tout l'anneau des caractères de Gn9Q. Ça, c'est assez contraignant. Les polynômes de Katz, c'est le cas semi-simple générique, et on peut reconstruire. Et la façon de reconstruire, elle est très explicite. C'est une espèce de... Et alors, le deuxième résultat, qui se démontre différemment d'ailleurs, c'est qu'on a la même chose pour les E polynômes des champs de caractères. Pour les champs de caractères, ou les coefficients de structure de l'anneau A. Donc c'est coefficient de structure de l'anneau A. Et là, par exactement la même procédure, si vous voulez connaître le E polynôme, enfin le E polynôme, c'est-à-dire la spécialisation de l'heure du bimodule, si vous voulez le connaître pour tous les champs de caractères, même dans le canon générique, tout se construit à partir de ce qui se passe dans le cas générique, par la même procédure que ici. C'est exactement les mêmes formules des deux côtés. Et donc, ça donne aussi une formule dans le cas à deux variables, deux paramètres, qui déforment à chaque fois des deux côtés, quoi. Donc, vous pouvez générer en fait tout un tas de coefficients de structure. Et la question, c'est de savoir si, dans le cas des deux paramètres, si ça forme une structure d'anneau ou pas, quoi. Enfin, bon, c'est une question évidente, quoi. Mais c'est très, très rigide, quoi. Il n'y a pas de flexibilité, quoi. Donc là, on arrive à faire, au moins formellement, à déformer, à passer d'un anneau à l'autre. Et bon, évidemment, après, voilà. Alors, c'est lié aussi à des travaux de Ben Davison, récents, qui fait des choses similaires pour les variétés de Carquois. En fait, il fait le même genre de choses. Il prend des variétés de Carquois non génériques et puis il les génère à partir des trucs génériques, par une forme d'exponentielle tronquée. Sa technique pour les variétés de Carquois ne s'applique pas du tout pour les variétés de caractères, parce qu'il utilise la théorie d'Hauge non abélienne. En tout cas, il ne peut rien dire sur la filtration par le poids. Donc, ce qu'a fait en quelque sorte Tommaso apporte quelque chose que Ben ne pouvait pas faire par ce qu'il a fait. Voilà, oui, j'ai fini. Pardon.